Hello! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va s'attaquer à un nouveau sujet design et ça va être le design d'interaction et particulièrement l'histoire du design d'interaction, et pour cela je vais m'aider d'un livre qui a été rédigé par Dan Seifer et qui est un peu une bible pour le design d'interaction et qui s'appelle Designing for Interaction. Ce livre il a été édité en 2006 et réédité en 2009. Je sais que parfois les bouquins de design, on est un peu frileux lorsqu'ils datent il y a 15 ans, mais personnellement je pense qu'il y a des concepts de design qui sont intemporels, il y a des choses qui ont vu le jour il y a des décennies et qui sont toujours aussi pertinents aujourd'hui. Et en plus, nous, on va parler d'histoire, de l'histoire du design d'interaction, elle a pas trop bougé quoi. Je vais essayer de vous définir, non, je vais pas essayer de vous définir le design d'interaction parce que je pense que c'est vraiment un sujet un peu ambitieux, mais je vais essayer de vous expliquer à peu près ce que c'est. Par exemple, lorsque vous êtes sur internet, que vous achetez un livre sur, je sais pas, Amazon, il y a une technologie derrière ça, mais il y a des designers d'interaction qui ont rendu ça très simple. Le design d'interaction, c'est un truc auquel on ne pense pas souvent, mais qui fait toute la différence dans notre quotidien. Et d'ailleurs, si je prends un contre-exemple, c'est un exemple que prend Dan Seifer dans son livre, si je vous demande d'aller changer l'heure de votre micro-ondes, potentiellement ça peut vous poser problème. Enfin, personnellement, moi, il n'y a toujours pas d'heure sur mon micro-ondes parce que je ne sais pas changer l'heure de mon micro-ondes, parce qu'il n'y a pas un bon design d'interaction pour ça. Et donc c'est là où on voit l'importance du design d'interaction, c'est quand il est pas bon quoi. En gros, les designers d'interaction, ils vont aller prendre la matière brute des ingénieurs et ils vont la transformer en quelque chose que vous aimez utiliser. Et c'est donc très important parce que s'il n'y avait pas de design d'interaction, les innovations les plus incroyables, elles pourraient être horribles à utiliser. Notre histoire avec le design d'interaction, elle va démarrer en 1838. 1838, on va partir à la rencontre de Samuel Morse, qui est donc l'inventeur du code Morse, même si a priori ça serait plutôt l'invention de son assistant, bon on connaît, qui s'appelle Alfred Weih, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, enfin ce n'est pas le sujet principal aujourd'hui, le sujet principal ça va être le télégraphe, l'invention du télégraphe. Le télégraphe c'est un objet révolutionnaire qui est capable de transformer de simples impulsions électromagnétiques en un langage. Il permet d'envoyer des messages sur des longues distances. Pourquoi je vous parle de ça dans cette vidéo? C'est parce que le télégraphe c'est la première technologie de communication qui est trop compliquée en fait pour être utilisée par tout le monde. C'est pour cela que le télégraphe utilisait le code Morse. Donc le code Morse, bon, on voit tous à peu près ce que c'est, mais en gros c'est une méthode de communication qui permet de transformer des lettres et des chiffres en une série de points et de tirets. Apprendre le Morse, c'est pas simple, c'est pas non plus le truc le plus simple du monde, ça pose des défis pour l'apprentissage, pour la mémorisation, mais cela dit, ça a permis quand même de créer un système de communication qui était cohérent et qui était uniforme. Et donc ça a permis de créer une interface standardisée que tout le monde pouvait utiliser une fois formé. Ça c'est un premier concept du design d'interaction, de créer une sorte de pattern après que tout le monde puisse utiliser. Un autre concept qu'on voit dans le télégraphe, c'est la rétroaction immédiate ou encore le feedback, c'est vraiment un concept de design, c'est la capacité d'un système à nous dire, enfin à signaler à l'utilisateur que son action elle a été correctement reçue. Exemple tout simple, vous appuyez sur votre interrupteur pour allumer et éteindre la lumière, certes vous allez avoir un signal visuel, mais vous allez aussi avoir le clic de l'interrupteur. Pareil, lorsque vous faites chauffer l'eau dans une bouilloire, à la fin, lorsque la bouilloire a fini, vous allez entendre un son. Ça, c'est un feedback. Et dans le cas du télégraphe, cette rétroaction, elle était acoustique et visuelle. Il y avait un son, des signaux et un mouvement en fait, du bras du télégraphe pour dire à l'utilisateur qu'il avait donc bien fait l'action. Donc voilà, ça c'est le début. Maintenant, pour continuer dans l'histoire du design, on va faire un grand bond en avant de 100 ans et on va arriver dans les années 40. La première vague d'ordinateurs, elle arrive dans les années 40. Donc là, je vous parle pas d'ordinateurs portables, de PC, je vous parle de machines énormes, pleines de câbles, de boutons. Si vous avez vu Imitation Game avec Benedict Cumberbatch, personne ne sait prononcer son nom de famille, on est d'accord? Et vous voyez les grosses machines, ça ressemblait à ça des ordinateurs. Et donc à l'époque, il fallait en fait que les humains apprennent à utiliser les machines, c'était pas la machine qui allait s'adapter à l'humain. Et pourtant ça c'est vraiment un principe de design. Le design c'est fait pour que les objets, la technologie soient facilement utilisables pour les êtres humains et on la design en fonction des êtres humains. Ces machines elles n'étaient pas donc conçues pour être faciles à utiliser et donc elles n'étaient pas conçues par des designers mais par des ingénieurs
et il n'y avait pas de réflexion sur l'expérience utilisateur. Cela dit, pendant que ces premiers ordinateurs voient le jour, on a un autre mouvement qui est en marche, et ce mouvement, il est porté par des personnes comme Henri Dreyfus, qui commencent en fait à développer des nouveaux domaines, des domaines qui se concentrent en fait sur le design des objets en fonction des morphologies humaines. C'est ce qu'on appelle l'ergonomie. Et à l'époque, l'ergonomie, elle sert surtout à améliorer la productivité des travailleurs et leur sécurité et déterminer comment ils peuvent optimiser leurs tâches. Un peu plus tard, en 1960, on a un étudiant en sociologie à Harvard de 23 ans qui s'appelle Ted Nelson. Et ce Ted Nelson, il a un projet ambitieux qu'il va appeler Xanadu. L'objectif de Ted Nelson avec Xanadu, c'était de créer des réseaux informatiques avec des interfaces utilisateurs simples qui permettaient à chacun de stocker des données et de les rendre accessibles partout. En gros, ce jeune homme de 23 ans, il a un peu posé les bases conceptuelles d'Internet, du moins de ce qui a inspiré le développement d'Internet. Et c'est aussi comme ça qu'il va inventer le concept d'hypertexte. L'hypertexte, en fait, c'est un système qui permet de lier des morceaux de texte entre eux via des liens afin de naviguer de manière non linéaire, donc ça veut dire sans avoir un parcours prédéfini, à travers les informations. Donc cette idée, c'est une révolution en soi à l'époque. Mais, comme je vous l'ai dit avant, on est à l'époque des ordinateurs qui sont chers, qui sont lourds, qui sont énormes. Ted Nelson, en fait, c'est un visionnaire, il est beaucoup trop en avance sur son temps. Donc cette idée restera au stade d'idée et ne pourra pas voir le jour dans l'immédiat. En 1968, on a Doug Engelbart, qui est donc un ingénieur et un inventeur américain, qui va réaliser une présentation. Pas n'importe quelle présentation, la présentation qui sera plus tard surnommée la mère de toutes les démos. Donc c'est un peu stylé quand même. Et pourquoi est-ce que on l'a appelée comme ça? C'est parce qu'en fait, en faisant cette présentation, il va poser les bases du design d'interaction pour les 2 prochaines décennies. Lors de cette démonstration donc publique, il va révéler pour la première fois donc la souris qu'il aura inventée, mais il va aussi introduire plusieurs paradigmes d'interaction qui nous semblent aujourd'hui des choses complètement évidentes. Il va parler des clics, des liens hypertextes, du copier-coller et même de la collaboration en réseau. Toutes ces idées-là vont être reprises et étudiées dans un célèbre centre de recherche qui s'appelle Xerox PARC, et PARC pour Palo Alto Research Center. Ça a été un centre en fait qui a été fondé en 1970 et qui est en fait l'un des centres de recherche les plus influents dans l'histoire de l'informatique. Ce centre de recherche, il a été à l'origine de nombreuses innovations fondamentales qui ont façonné la manière dont on interagit aujourd'hui avec les ordinateurs. Ils ont inventé le Xerox Alto en 1973. C'est considéré comme le premier vrai ordinateur personnel. Il n'a jamais été commercialisé en masse, mais il a introduit plusieurs concepts qui sont aujourd'hui révolutionnaires. En fait, c'est avec cet ordinateur qu'est née l'idée d'une interface graphique à fenêtre. Donc comme ça, c'est peut-être pas très clair, mais en gros, ça voulait dire qu'avant cet ordinateur-là, il fallait savoir coder en fait. Il fallait faire des lignes de commande pour utiliser l'ordinateur. Et en fait, les chercheurs à Palo Alto, ils ont imaginé une autre manière d'interagir. Une manière avec des fenêtres qu'on va pouvoir ouvrir, fermer, modifier, déplacer, le tout avec une souris. Donc ça nous semble complètement basique aujourd'hui, mais à l'époque c'est vraiment une toute nouvelle manière de penser l'interaction entre la machine et l'homme. Xerox PARC, ils ont aussi créé la métaphore du bureau. Pareil, c'est une idée super simple, mais c'est une idée de génie. C'est de créer une interface qui ressemble à un bureau physique où les documents sont représentés visuellement par des icônes. Et c'est pas qu'une innovation technique, c'est vraiment une toute nouvelle approche du design d'interaction où en fait l'utilisateur il va manipuler des objets virtuels comme s'il était dans le monde réel. Un autre concept clé qui a été créé à Palo Alto, c'est le What you see is what you get. Ce que tu vois, c'est ce que tu as. Et en fait là ça change complètement la donne parce qu'ils vont en fait inventer un éditeur de texte où ce que l'utilisateur voit à l'écran correspond à ce qu'il va voir imprimé. Bien sûr, il y a aussi l'introduction des paradigmes dont on a parlé précédemment, le cliquer, le copier-coller, qui font aujourd'hui partie de notre quotidien numérique. Et en fait, ces actions simples, elles reposent sur des principes de design qui placent l'utilisateur au centre. Toutes ces idées-là qu'on vient de voir, elles ont donc vu le jour donc avec Doug Engelbart et puis perfectionnées, reprises, étudiées à Xerox PARC, mais c'est pas eux qui ont réussi à commercialiser, à rendre accessibles ces concepts-là, c'est plutôt des entreprises comme Apple. D'ailleurs, en 1979, Steve Jobs, il va visiter le centre de recherche et il va forcément être très influencé en fait par toutes les innovations qu'il découvre. Certaines technologies qui sont développées là-bas, comme l'interface graphique
à fenêtre, l'utilisation de la souris, tout ça, ça va être intégré dans le premier Apple Macintosh de 1984. On peut dire qu'il y a une énorme influence de ce centre de recherche sur le design d'interaction. Ensuite, on passe aux années 90. Donc les années 90, c'est l'ère de l'informatique en réseau, c'est les débuts du design d'interaction en tant que discipline formelle. C'est à ce moment-là que fait son apparition le World Wide Web. L'un des tournants majeurs qui arrive dans les années 90, c'est en 1993 avec le navigateur Mosaic qui a été conçu par Marc Andreessen. Et il a aussi introduit des innovations cruciales comme par exemple le bouton retour. Voilà, pareil, aujourd'hui ça nous paraît évident, mais avant les gens ne pouvaient pas retourner en arrière. Ou du moins pas de manière aussi simple qu'avec un bouton retour. Et en même temps, il y a des ingénieurs, des designers qui ont commencé à intégrer des capteurs et des microprocesseurs qui étaient de plus en plus petits, de moins en moins chers et de plus en plus puissants dans des objets qui ne sont pas des ordinateurs, qui ne sont pas considérés comme des ordinateurs. Par exemple comme des voitures ou des produits électroménagers. On voit apparaître des voitures qui peuvent vous dire quand est-ce que vous allez avoir un problème de moteur avant même qu'il n'arrive. Il y a votre lave-vaisselle qui peut s'adapter à la durée de lavage en fonction de la saleté de votre vaisselle. Donc forcément on a besoin de designers d'interaction pour faciliter l'usage de ces objets-là. On a aussi les téléphones mobiles, les appareils portables qui existaient déjà dans les années 80 mais en fait qui vont connaître un essor incroyable dans les années 90. On va avoir les assistants numériques personnels comme le Palm Pilot, BlackBerry, qui vont être beaucoup utilisés par les professionnels. D'ailleurs à ce sujet, en fait, j'ai vu un film il n'y a pas longtemps qui s'appelle BlackBerry, qui est sorti en 2023 et qui était vraiment bien. Donc c'était sur l'histoire de BlackBerry, sur l'ascension et la chute de BlackBerry. Et c'était vraiment très intelligent comme film, c'était drôle. Et je trouve que c'est cool aussi de voir ces histoires-là et pas que des full success stories. C'est pourquoi est-ce que finalement ça va pas marcher BlackBerry. Enfin, c'est assez cool. Franchement, je vous le conseille fortement si ça vous intéresse. En tout cas, voilà pour les années 90. Et puis depuis les années 2000, le design d'interaction, on peut dire qu'il a connu une accélération, je pense, sans précédent, avec les smartphones, les objets connectés, l'IA aussi. Je pense que depuis 2007 et l'arrivée de l'iPhone, ça a été potentiellement une nouvelle ère où en fait le design d'interaction, c'est devenu un enjeu central dans le développement des produits technologiques. L'avènement des écrans tactiles, des applications mobiles, des interfaces gestuelles, là, on a vraiment repoussé les limites de l'interaction homme-machine. Il y a aussi l'émergence des assistants vocaux comme Siri, comme Alexia, Google Assistant. Tout ça, ça introduit des nouveaux paradigmes d'interaction où la voix et l'IA jouent un rôle majeur. Et parallèlement, il y a aussi les montres intelligentes que j'ai au poignet. Donc pareil, il faut créer les écrans pour que ça soit intuitif. Les voitures autonomes aussi. On élargit encore plus le domaine du design d'interaction. Dans le futur, on peut espérer que le design d'interaction fera un focus sur l'éthique, l'accessibilité, pour que les technologies, quelles qu'elles soient, les innovations, puissent profiter à tout le monde. Et puis voilà qui termine notre petite histoire du design d'interaction. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi lire Designing for Interaction, il y a un chapitre qui est dédié à l'histoire. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Si vous êtes encore là à ce moment-là, merci à vous spécialement parce que c'est incroyable, merci. Je sais pas ce dont je vais parler la prochaine fois encore. Ça sera de design mais sous quelle forme je sais pas. En tout cas, je vais essayer de faire des vidéos régulières. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous, likez, commentez. C'est marrant de dire ça pour la première fois. Mais oui, faites-le parce que franchement, la dernière fois j'ai reçu 2 commentaires et quelques likes et 10 abonnements et je vous promets que ça m'a touchée, grave. Donc voilà, faites-le. Merci en tout cas et puis on se voit la prochaine fois.